Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ça me concerne, votre rendez-vous mensuel pour débattre des grands thèmes de société. Au sommaire ce soir, les inégalités hommes-femmes dans notre société. Certains vous diront que les choses évoluent, d'autres que rien ne bouge. Pour en débattre, nous aurons sur notre plateau Félix Porian, professeur à Sciences Po Paris et à l'ENA. Son dernier ouvrage intitulé Hommes-femmes serons-nous égaux, paru chez Fayard à l'automne dernier, retrace les inégalités entre les hommes et les femmes et met également en avant les nombreux progrès effectués dans ce domaine. Bonsoir Monsieur Porian. Bonsoir. Nous aurons également sur notre plateau Simon Vieux, militant et président de l'association Lutte contre les inégalités. Monsieur Vieux, vous êtes l'auteur d'un plaidoyer très remarqué lors de la conférence contre les inégalités qui s'est déroulée à Paris en 2006. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, votre discours qui a clôturé officiellement cette conférence. Mais vous êtes également un acteur important de l'organisation féministe Les Féminités Gardées. Bonsoir Monsieur Vieux. Bonsoir. Pas de présence féminine sur ce plateau alors que la femme est au cœur de notre débat. Nous en sommes profondément désolés. Devait participer aux échanges de ce soir Virginie Bonneau, enseignante-chercheuse en psychologie sociale. Celle-ci devait nous éclairer sur les stéréotypes qui légitiment les inégalités sociales. Madame Bonneau est souffrante et n'a donc pas pu nous rejoindre. En France, malgré une diminution significative des discriminations mesurées par l'Institut d'opinion Propagande et Certitude, on constate que de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes persistent au quotidien, qu'il s'agisse de la sphère privée ou de la sphère professionnelle. Nombreux sont les préjugés concernant le rôle de la femme dans notre société, lesquels préjugés sont transmis dès le plus jeune âge et contribuent ainsi à la persistance d'inégalités. En politique, il semble également important de rappeler que les femmes en France n'ont eu le droit de vote qu'en 1944 et que la parité homme-femme dans ce domaine est bien loin d'être ce qu'elle devrait être. Même si les femmes sont présentes aujourd'hui dans la sphère politique, il semblerait qu'elles soient souvent victimes d'attitudes discriminantes de la part des hommes. Mais, pour commencer ce débat, je m'adresse à vous, Monsieur Porian. En ce qui concerne la sphère professionnelle, pensez-vous que les femmes soient encore aujourd'hui victimes de discrimination à l'embauche ? Sur ce point précis, je rejoins l'étude de Dominique Epiphane au sujet des ségrégations professionnelles entre les hommes et les femmes. Que dit cette étude ? Je cite. Au cours des entretiens à l'embauche, le sexe est d'abord mentionné comme un critère secondaire, loin derrière l'expérience ou la compétence. Il apparaît donc Pardonnez-moi de vous interrompre, Monsieur Porian, mais Monsieur Epiphane ajoute, et de manière indiscutable, mais au fil de la discussion, il devient une composante intrinsèque de la personnalité. Alors, Monsieur Porian, pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas de discrimination en fonction du sexe à l'embauche ? Écoutez, monsieur Hunotre, les chiffres ont une signification tout de même. Aujourd'hui, les femmes représentent 40% de la population active. Et 83% des femmes entre 25 et 49 ans travaillent, contre seulement 40% en 1960. Il y a donc un progrès significatif, car étant donné l'augmentation globale de la population, cela montre que les femmes ont une place importante dans la masse laborieuse. Aujourd'hui, la discrimination lors de l'ancienne embauche n'est plus d'actualité. Les hommes comme les femmes ont autant leurs chances. Des règles ont été instaurées par les entreprises. Mais j'en conviens, bien sûr, certains métiers restent plus destinés aux hommes, comme dans le métier dans le bâtiment, et d'autres demeurent plus féminins, comme le métier de l'éducation, de l'hygiène ou encore de la santé. Excusez-moi, mais il s'agit ici de clichés. Concernant le point relatif à l'embauche des femmes, je souhaite faire un simple rappel à Monsieur Porian. La discrimination à l'embauche ne signifie pas forcément de refuser une femme sur un poste, mais simplement de lui proposer un CDD plutôt qu'un CDI, ou encore un temps partiel plutôt qu'un temps complet, ou tout simplement un salaire moins élevé que celui qu'on aurait proposé à un homme pour le même poste. J'entends vos arguments, mais pouvez-vous nous proposer des chiffres pour illustrer vos propos ? Oui, bien sûr, j'en ai justement sous les yeux. Concernant les contrats de travail, sur 100 hommes ayant un contrat de travail, 84 obtiennent un CDI, contre 71 pour les femmes. De plus, et vous allez voir, c'est très intéressant, 81% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. Et le salaire moyen d'une femme est de 1 834 € contre 2 240 pour un homme. Monsieur Vieux, d'après vous, quelles sont les raisons de ces différences salariales ? Beaucoup de facteurs créent cette différence significative. Tout d'abord, les femmes sont victimes de préjugés concernant leurs capacités. À travail égal, celui de la femme est sous-estimé et donc moins bien rémunéré. De plus, pour les femmes, c'est la double peine, puisque cette différence salariale provoque un ralentissement de leur évolution professionnelle. Il y a aussi la ségrégation des emplois, c'est-à-dire que, dans un même domaine,
les femmes sont employées sur des postes moins importants et donc moins qualifiés. Et le problème en France, monsieur Porian, et vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que les patrons, mais aussi les hommes en général, déconsidèrent, je dis bien déconsidèrent, les qualifications des femmes. Je ne partage pas cet argument selon lequel les hommes sont d'horribles machos. Si les femmes travaillent sur des postes moins qualifiés, c'est souvent car la plupart d'entre elles sont mères de famille et de ce fait ont plus de mal que les hommes à concilier vie professionnelle et vie familiale. Et cela expliquerait qu'on leur réserve les postes les moins intéressants, les moins qualifiés? Soyons sérieux, nous sommes en 2016 et nous sommes entourés de femmes qui concilient parfaitement travail à responsabilité et vie familiale. Tout est question d'organisation. Désolé de vous contredire, mais nous avons beau être en 2016, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce n'est pas moi qui les invente. En 2015, le taux d'emploi des femmes ayant des enfants de moins de 12 ans s'élève à 65% contre 90% pour les hommes. Il me semble que c'est clair. C'est vrai que le stéréotype selon lequel la mère est mieux disposée que le père à éduquer son jeune enfant persiste dans notre société et pèse ainsi sur la conscience des femmes. Oui, tout à fait. Elles vont d'ailleurs davantage culpabiliser à accepter un poste à responsabilité tant que leur enfant n'a pas atteint un âge minimum pour qu'il soit autonome. En cela, je rejoins votre réflexion, monsieur Porian. Mais en aucun cas, cela signifie qu'elles n'ont pas les capacités de cet emploi. Concrètement, monsieur Porian, quelles mesures ont été prises par le gouvernement français ou l'Union européenne pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail? En 2007, la Commission a mis en place une série d'actions, comme promouvoir l'égalité des salaires auprès des employeurs ou une meilleure application du droit en vigueur dans les États de l'Union européenne. De 2009 à 2012, la Commission a également mis en place une campagne de sensibilisation à l'inégalité salariale. S'en est suivi une création de la Journée internationale de l'inégalité salariale le 5 mars 2011. Et bien sûr, sans oublier le projet nommé Equality Payoff, visant à sensibiliser les entreprises justement à ce sujet. Merci monsieur Porian. Mais revenons plus précisément sur le travail des femmes dans les entreprises. D'après les statistiques que j'ai pu relever dans votre étude, monsieur Porian, la majorité des femmes travaillent dans des secteurs d'activité d'aide ou d'éducation comme institutrices ou infirmières. Mais cela signifie-t-il que les femmes sont incapables de gérer de grandes entreprises? Je me tourne vers vous, monsieur Vieux. Où en sommes-nous concernant ce sujet? Actuellement, une femme a 20% moins de chances de diriger une grande entreprise qu'un homme. Par conséquent, seulement près d'un tiers des grandes entreprises sont dirigées par des femmes et 15% le sont dans les PME. À quoi cela est-il dû? Alors, à des compétences remises en cause par les clients, mais aussi les fournisseurs, à des difficultés à convaincre les banquiers, mais aussi à un plus grand nombre de justificatifs à fournir pour l'obtention d'un poste de dirigeant. En fait, par son simple statut, la femme est discriminée. Et pourtant, monsieur Porian, votre étude relève que les entreprises créées par des femmes, je cite, affichent de meilleurs scores en termes de création d'emplois et que le taux d'endettement des femmes est moindre. Alors, pourquoi toujours autant de méfiance vis-à-vis des femmes? Monsieur Notre, j'écris plus loin dans mon étude que vous avez sous les yeux que de nombreux progrès ont été faits concernant ce domaine. Depuis 1945, date de création de la FCE Femmes Chefs d'entreprise, de nombreuses associations sont créées pour aider les femmes à créer leur propre entreprise. En effet, en 5 ans, dans les entreprises du CAC 40, le nombre de femmes a triplé. Et ce qui est énorme, car c'est en partie grâce à la loi Zimmermann-Copé qui oblige qu'il y ait 40% de femmes dans les entreprises du CAC 40 d'ici 2017. Je reconnais ces progrès, mais cela est insuffisant. Il faut arriver à améliorer l'image de la femme au sein des entreprises. Son rôle est encore sous-évalué, sous-estimé. Environ 27% des femmes assurent être devenues dirigeantes via une promotion interne, contre seulement 7% via un recrutement externe, qui a pourtant bénéficié à 14% des hommes dirigeants. Pour faire fi des DRH, dont le jugement est parfois biaisé par le genre, 44% d'entre elles sont devenues chefs d'entreprise en montant elles-mêmes leur affaire ou bien en rachetant une entreprise. Sauf votre respect, monsieur Porian, ce sont des données non négligeables. J'aimerais aborder avec vous maintenant la persistance des inégalités d'un point de vue plus social. Dans ce domaine, monsieur Vieux, on a encore selon vous de gros progrès à faire. Oui, en 2016, malheureusement, les femmes font encore l'objet d'un certain sexisme. Dès leur plus jeune âge, on les enferme dans des stéréotypes. Cela commence avec les manuels scolaires, où le constat est sans appel. Les figures féminines sont moins importantes que les figures masculines, moins nombreuses et bien souvent présentées dans des fonctions subalternes. Je pense donc que la parité homme-femme devrait être respectée à la fois dans les manuels scolaires, mais aussi dans les livres et les dessins animés, afin que les hommes et les femmes ne soient pas conditionnés dès leur enfance à jouer des rôles.
C'est vrai qu'on aura plus tendance à offrir à Noël un garage aux petits garçons et un aspirateur miniature aux petites filles. Nous, parents, sommes responsables de ce conditionnement de nos enfants. Et du côté de l'école, il semblerait, monsieur Porian, qu'on ait pris la mesure de ce problème. C'est tout à fait exact. L'éducation nationale elle-même juge l'école comme sexiste. En 2013, un rapport sur l'égalité entre les filles et garçons remis à Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation, demande que, je cite, « les stéréotypes de genre soient déconstruits et mis à distance, notamment en primaire ». Bien sûr, le gouvernement a fait de ce dossier une priorité. Et puisque nous abordons le domaine de la scolarité, permettez-moi d'ajouter que les femmes réussissent mieux leur scolarité que les hommes. Après le collège, les filles sont plus nombreuses à s'inscrire en seconde générale, 63% contre 52% pour les garçons, et elles réussissent mieux leur examen. En 2011, plus 2% en bac et plus 3% avec de bonnes mentions. Les filles réussissent mieux leurs examens, en effet, j'en conviens. Mais regardez les chiffres dans les choix des filières. Les filles représentent plus de 75% des étudiants en lettres et en sciences humaines, et seulement à peine 25% dans les sciences fondamentales, qui, je le rappelle, mènent aux carrières les plus prestigieuses et les plus rémunératrices. Effectivement, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, déplore qu'il y ait moins de 30% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Elle ajoute qu'à l'école, on a conforté les femmes dans l'idée que la filière scientifique est plus adaptée aux hommes. Et c'est pourquoi l'Éducation nationale, dans ce projet de réforme prévu pour rentrée 2016-2017, prend très au sérieux ces problèmes afin de réduire le plus possible les inégalités filles-garçons dans le milieu scolaire. Merci à tous les deux. Maintenant, voici la minute citation de notre émission. Le progrès aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les femmes restent à la maison. Jean-Marie Le Pen, Front National. Qui va garder les enfants ? Laurent Fabius, Parti Socialiste, qui s'adresse à Ségolène Royal, candidate à l'élection présidentielle de 2007. L'élection présidentielle n'est pas l'élection de Miss France. Jacques Millard, Les Républicains. Toutes les femmes qui veulent avoir l'investiture doivent être baisables. Charles Pasqua, Les Républicains. Ces quelques citations, vous en conviendrez, confirment le diagnostic peu flatteur pour nos élus, qui sifflent pour saluer une jolie robe à l'Assemblée, se moquent des femmes, s'amusent de la présence de ces intrusses dans des hémicycles historiquement très masculins. Bref, vous l'aurez compris, je tiens à aborder dans cette dernière partie de l'émission la place de la femme en politique. Alors, les femmes en politique sont-elles traitées différemment ? Écoutez, monsieur le nôtre, il y a malheureusement trop peu de domaines où les femmes ne sont pas discriminées. Et en ce qui concerne la place qui leur est laissée en politique, le constat est édifiant. La France n'a jamais connu une seule présidente de la République. Une fois de plus, et M. Porian ne pourra pas me contredire, les chiffres sont implacables. On compte seulement près de 26,9% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui explique en grande partie la raison pour laquelle aucune femme n'a atteint la plus haute marge du pouvoir. Le gouvernement français n'a connu qu'une seule femme au poste de Premier ministre, qui, je le rappelle, était Madame Édith Cresson, sous la présidence de François Mitterrand. Et seule Madame Ségolène Royal a atteint le deuxième tour des présidentielles en 2007. On est souvent très loin de la parité homme-femme si souvent réclamée en politique mais si peu mise en œuvre. Le milieu politique est plus fort dans l'incantation que dans l'action, ce qui n'arrange pas sa crédibilité par ailleurs. Alors faut-il admettre que les femmes ont moins d'idées politiques que les hommes ? C'est grotesque, encore des préjugés. Et comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Alors, et je vais finir sur cette citation d'Aragon, alors il va falloir laisser la place en politique aux femmes et lui laisser aussi les manettes du pouvoir. Monsieur Porian, pensez-vous, vous aussi, que les femmes sont sous-représentées en politique ? C'est incontestable. Et sur ce point, je rejoins les propos de Monsieur Vieux. Je rajouterai même que cette sous-représentation des femmes concerne également la politique à des échelles plus locales, comme dans les régions ou même les villes. En effet, il est absolument terrible de constater qu'au 31 décembre 2010, seulement 14% des maires étaient des femmes. Et pourtant, une loi sur la parité homme-femme dans les fonctions électives a été promulguée en 2000. Et qui demande bien sûr le principe d'égal accès aux hommes et aux femmes aux mandats électoraux. Mais on le voit, elle est loin d'être respectée. En revanche, le gouvernement actuel, dans sa composition, essaye et tâche de respecter cette loi. Quand j'entends les citations odieuses de certains hommes politiques au sujet de leurs consoeurs, je me dis que faire de la politique relève du parcours du combattant pour les femmes et elle force mon admiration.
Oui, et d'ailleurs, Hélène Bentmézian, dans son écrit Bas les pattes, évoque avec intelligence ce manque de respect à l'égard des femmes. Elle souligne notamment que dans 84% des cas, lorsque l'on parle d'un homme, on le nomme par son nom et son prénom, alors que lorsqu'il s'agit d'une femme, on ne donne que son prénom. Nos amis norvégiens ou suédois sont choqués de voir que dans notre pays, qui a vu naître pourtant les Lumières, les femmes sont autant discriminées en politique. Et tout comme vous, et je terminerai là-dessus, je pense que le comportement navrant de certains hommes montre à quel point la présence et la parole des femmes est essentielle en politique. Et dans tous les domaines. Merci messieurs pour vos remarques pertinentes. C'est déjà la fin de ce débat. J'espère qu'il a pu vous éclairer. Et n'oubliez surtout pas, comme en amour, il n'y a pas d'égalité homme-femme, il n'y a que des preuves d'égalité. Merci pour votre écoute. Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Ça me concerne.